Si vous aimez mes vidéos YouTube, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner et surtout à poster des commentaires. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité, sur une nouvelle section qui est le Blue Team. Donc aujourd'hui, on va voir le premier exercice de Cyber Defender sur un exercice qui s'appelle Packet Detective Lab. Donc là, on va apprendre à utiliser un outil. Alors, on va faire l'exercice Packet Detective Lab. Et qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre l'utilisation de Wireshark. Donc ça sera de trouver les données transférées suivant un type de protocole. Donc ici, ça sera le CMB comme protocole. Trouver des noms d'utilisateurs depuis un paquet. Donc ça sera mis dans les informations dans le paquet, exporter un fichier suivant un type de protocole. Donc ça permettra de savoir quel type de fichier et qu'est-ce qu'il avait et à quoi il servait. Voir quand un paquet a été envoyé. Donc ça c'est l'horodatage. Ça nous permet de savoir par exemple quand il y a eu des compromisations, etc. Trouver des données dans un paquet, pareil. Ça nous permet aussi de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait l'attaquant et trouver la durée d'une attaque. Donc ça nous permet de savoir si la persistance, si la personne est allée souvent ou pas dans le réseau. Alors, ici, qu'est-ce que on nous raconte? On nous dit qu'en septembre 2020, votre SOC, donc Security Operations Center, a détecté une activité suspecte sur l'appareil d'un utilisateur, signalé une utilisation inhabituelle du protocole SMB, donc par exemple, il y a eu beaucoup de trafic. L'analyse initiale indique une possible compromisation d'un compte privilégié et l'utilisation d'un outil à accès à distance par l'attaquant. Votre tâche sera d'examiner le trafic réseau dans des fichiers PCAP. Donc les fichiers PCAP, c'est de la capture réseau, fournis pour identifier les indicateurs clés de compromisation, donc on appelle IOC, et obtenir des informations sur les méthodes, les tactiques de persistance et les objectifs de l'attaquant. On pourra construire une chronologie pour mieux comprendre la progression de l'attaquant en répondant aux questions suivantes. Donc là, on a des questions et suivant ce qu'on nous donne, là, on peut répondre. Donc la première chose, c'est qu'on fait Open. Donc ça va nous ouvrir un laboratoire. Alors, il faut démarrer le laboratoire avant. On a un environnement là sous Linux sur IFPE et là dans StartR on a nos fichiers de capture réseau et l'outil qui nous permet de faire des analyses qui est Wireshark. Donc passons à la première question. Donc on nous dit que l'activité de l'attaquant a montré l'utilisation intensive du protocole CMB, indiquant un modèle potentiellement de transfert de données ou d'accès de fichiers importants. Le calcul du nombre total d'octets utilisés par CMB peut vous aider à estimer l'étendue de l'activité des fichiers ou de l'attaquant en fait. Quel est le nombre total d'octets utilisés par le protocole CMB? Donc la première chose c'est de ouvrir Wireshark. Donc on va dans Tool, on double-clique sur Wireshark, on fait Fichier, on fait Open. Alors si on est sur le bureau, on peut faire sur Desktop, on peut faire StartR, Artifact et Traffic 1 APK. Donc ici, on voit l'interface de Wireshark. Donc ici, on a un Wireshark en anglais. Donc on va le laisser en anglais parce que dans les entreprises, la plupart du temps, il sera configuré en anglais. Et même pour les tutoriels, vous verrez Wireshark en anglais. Ici, on nous demande le trafic du protocole SMB. Donc, pour savoir le trafic suivant les protocoles, il faut aller dans Statistiques et dans Protocole hiérarchie. Et ici, là, on voit tous les différents protocoles. Par exemple, ici, on voit par exemple, on a du protocole IPv4, on a des transmission de contrôle, la du NetBIOS, du CMB, donc CMB ça veut dire Serveur Message Protocol Block, donc protocole de message par bloc. Et là, à notre droite, on voit différentes choses. Donc on voit le pourcentage de paquets, les paquets, le pourcentage en octets, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'octets totaux du protocole CMB, qui est ici, qui est 4460. Donc là, on a appris à voir dans les transferts combien d'octets a été fait par chaque protocole. On passe la deuxième question. Alors, on nous dit que l'authentification via SMB était une étape critique pour accéder au système ciblé. L'identification du nom d'utilisateur utilisé pour cette authentification aidera à déterminer si un compte privilégié a été compromis.
Quel est le nom d'utilisateur qui a été utilisé pour l'authentification via SMB? Donc on retourne sur notre système d'exploitation et le programme Wireshark. Et il faut savoir qu'en anglais, c'est user, le nom d'utilisateur. On a une méthode qui nous permet de trouver des informations par rapport à une chaîne de caractères qu'on met et il va la trouver dans le paquet. Donc il faut cliquer là sur la loupe. Donc display filter. Donc là on a dit que c'était une chaîne de caractères, donc on met string et nous on met user. Et ici on voit que sur le protocole SMB, on a un utilisateur qui s'appelle administrator qui s'est authentifié. Donc là on voit bien la requête, donc le challenge là qu'il a négocié une identification avec le NT LMSSPE underscore auth. Donc c'est bien l'authentification. Et on voit bien qu'après il se connecte. Donc s'il arrive à se connecter derrière, c'est que l'authentification a réussi. On passe à la question 3. Lors de l'attaque, l'adversaire a accédé à certains fichiers, identifié les fichiers consultés pour révéler l'intention de l'attaquant et quel est le nom du fichier ouvert par l'attaquant. Alors, ici, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on sait qu'il s'est connecté au SMB. On voit que là, il y a des choses qui ont été créées, des fichiers qui ont été créés. Et pour vérifier vraiment que ce fichier a été créé ou modifié, il peut y avoir des modifications dedans, on peut aller dans File, dans Export Objet, et nous, on sait que c'est du CMB. Et là, on voit que on a un fichier qui s'appelle event log. Donc c'est bien ce fichier-là. Question 4. On nous dit que l'effacement des journaux d'événements, donc c'est où ils stockent les logs, est une technique courante pour masquer les actions malveillantes et échapper à la détection. Identifier l'horodatage, donc ça veut dire à quelle heure ça s'est produit, de cette action est essentiel pour établir une chronologie du comportement de l'attaquant et quel est l'horodatage de la tentative d'effacement du journal d'événements. Donc en format UTC sur 24 heures. Donc on retourne dessus. Alors l'horodatage, là on voit que c'est le time, et donc là il faudra changer la date pour voir quand ça a été effacé. Donc il suffit d'aller dans View, dans Time Display Format. Et nous, on veut utiliser date and time of day. Donc l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes, les secondes et les millisecondes. Donc là, une fois qu'on a fait les dates, là, il faut repérer quand ça s'est passé. Donc on voit que là, ça s'est passé de manière assez rapide. Et ici, là, on voit que c'est à partir d'ici, là, qu'il a essayé ou qu'il a effacé le fichier de log. Donc c'est le 2020 09, donc 23, à 16h50 et 16 secondes. Passons au fichier numéro 2, donc trafic 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que l'attaquant a utilisé des canaux nommés, donc des pipes, pour la communication, ce qui suggère qu'il a peut-être utilisé des appels de procédure à distance, donc le protocole RPC, qui nous permet de faire des actions à distance pour les mouvements latéraux à travers les réseaux. Donc par exemple, changer d'utilisateur ou pour avoir des privilèges en plus. Le RPC permet à un programme de demander des services à distance, ce qui pourrait accorder à l'attaquant un accès ou un contrôle non autorisé. Oui, il faut savoir que beaucoup de services ont des hauts privilèges. Quel est le nom du service et qui a été communiqué à l'aide du pipe. Donc là, on sait que c'est un pipe. Donc là, on va ouvrir notre fichier. Donc on fait File, Open, Traffic 2. Alors ici, on va faire une recherche. Donc on clique sur la loupe, on sait que c'est un string, donc on va rechercher, nous, c'est un pipe. Et alors le pipe se trouve dans les données des paquets. Donc il n'est pas dans la liste des paquets, donc il faut aller fouiller dans les détails des paquets. Donc là on clique sur paquet, là on fait find, et là il nous trouve différents services qui ont été exécutés par pipe. Alors là on voit que c'est un service parce qu'en fait c'est la contraction de service, c'est SVC et c'est AT. Si vous n'êtes pas sûr, on peut regarder sur le site de Microsoft et ici on nous apprend que en fait ça nous permet, ce service permet d'ajouter des tâches, de effacer des tâches, de retrouver le statut d'une tâche et de énumérer les tâches. Donc ça fait différentes choses, c'est bien ce service-là. Donc AT-SVC. Alors, la deuxième question. Mesurer la durée d'une communication suspecte peut révéler combien de temps l'attaquant a maintenu un accès non autorisé, fournissant ainsi un aperçu de l'ampleur et de la persistance de l'attaque. Quelle était la durée de la communication entre les adresses identifiées,
Donc là, on a les adresses en IPv4, qui est le 172.16.66.1 et l'adresse 172.16.66.36. Alors ça, c'est intéressant de savoir faire ça, hein. On peut avoir des gigaoctets de capture. Donc, il suffit d'aller dans statistiques et dans conversation. Ici, là, suivant les adresses IP, les adresses MAC, les protocoles TCP ou UDP, on peut trier quel type de connexion, combien ça durait, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est IPv4. Il y a eu plusieurs communications entre différentes IPv4. Nous, on a de la chance, on a l'IP de notre machine qui a été compromise et l'IP de l'attaquant. Ici, on peut voir combien de paquets ont été envoyés et le nombre d'octets. Et on a la duration qui est la durée. Donc là, on voit que ça a duré 11 secondes et 72 millisecondes. Donc ça a été assez rapide. Ça nous permet aussi de savoir si par exemple l'attaquant a cherché des choses, si ça il a mis une persistance en place ou s'il a surtout utilisé des scripts pour automatiser son attaque aussi. On passe au dernier fichier. Donc ici, on nous dit que l'attaquant a utilisé un nom d'utilisateur non standard pour configurer les requêtes, indiquant une tentative pour maintenir un accès secret. Donc une persistance. Voilà. L'identification de ce nom d'utilisateur est essentielle pour comprendre comment la persistance a été établie. Quel est le nom d'utilisateur qui a été utilisé pour configurer ces demandes potentielles suspectes. Donc on revient ici, on va ouvrir le troisième fichier, donc on fait file, on fait open, on ouvre le fichier trafic 3 P4 PNG et on fait comme on a fait sur une question précédente, on va cliquer sur la loupe, donc on revient en packet list et nous, ce qui nous intéresse, c'est user. Et on voit qu'il y a une requête qui a été faite avec un nom d'utilisateur en faisant une authentification et le nom d'utilisateur s'appelle backdoor. Donc là, on peut mettre backdoor. Sur la dernière question, on nous dit que l'attaquant a exploité un fichier exécutable spécifique pour exécuter des processus à distance sur le système compromis. Reconnaître le nom de ce fichier peut aider à identifier les outils utilisés dans l'attaque. Quel est le nom de ce fichier exécutable utilisé pour exécuter le processus à distance? Donc là, on revient ici. Alors, on voit que il a une extension X et un fichier en anglais s'appelle file. Donc on peut faire par exemple la loupe, on peut faire file. Et on peut chercher. Donc là, on voit bien qu'on a ce fichier là, psexec.sv.exe. Donc il faut essayer de comprendre aussi à quoi faire ce fichier. Hein. Donc on peut faire une recherche. Donc sur le site Microsoft, quand on recherche, il nous dit que c'est un utilitaire tel que Telnet, un programme de contrôle à distance, comme Anywhere de Symantec permettant d'exécuter des programmes à distance. Donc ça nous permet bien de prendre le contrôle d'un ordinateur et faire des choses intéressantes comme contrôler par exemple ou faire des tâches administratives. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on voit que c'est un fichier exécutable Microsoft, c'est des programmes légitimes, donc la plupart des services de protection vont rien repérer. Ça prend toujours moins de temps que créer des fichiers spécifiques qui risquent d'être détectés. Donc c'est toujours intéressant de voir si la personne qui a compromis la machine a utilisé des outils spécifiques ou des outils légitimes. Donc ici on a appris à utiliser Wireshark et avoir quelques utilisations. Donc on a vu que c'était pas facile à prendre en main, mais qu'on a appris pas mal de choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.